va parler dans cette table ronde cyber, on va parler ingérence, on va parler attaque à la réputation, sur les individus, mais aussi sur les entreprises, et on va essayer de se projeter dans leurs conséquences à plus ou moins long terme, notamment sur la manière de faire du business. La première question, elle est pour vous, Nicolas Lerner, directeur général de la sécurité intérieure depuis un petit peu plus de 3 ans maintenant. Est-ce que vous pourriez nous dresser un panorama de la menace, ou plutôt des menaces? On vous laisse le temps qu'il faut. Si vous me laissez le temps qu'il faut, vous n'aurez peut-être pas dû commencer votre insiste comme ça. Bonjour à tous, d'abord très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. L'enjeu peut-être, c'est de vous faire vraiment très rapidement et quelques minutes, en effet, le panorama des menaces. On pourra y revenir selon les questions que vous souhaiterez voir abordées. Et puis peut-être aussi, pour chacune d'entre elles, de vous dire ce que l'entreprise ou le responsable sûreté, sécurité de l'entreprise peut faire aussi pour en faciliter la prise en compte. Je ne rappelle pas quelles sont les compétences de la DGSI, de manière très schématique, protection des intérêts fondamentaux de la nation, donc de l'État. Les menaces, elles ne vont pas vous surprendre, évidemment, mais je me permets de commencer et d'insister par cela. Ça reste, le ministre l'a dit tout à l'heure, tout en rendant d'ailleurs hommage au rôle qui est aussi celui des entreprises et de la sûreté privée dans leur prévention, ça reste évidemment la menace terroriste. Islamiste. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais 7 attentats commis au cours des 2 dernières années, 4 projets déjoués depuis le début de l'année, dont l'un il y a 15 jours à peine par la DGSI, plus de 8000 individus toujours suivis pour radicalisation, dont 500 d'entre eux sont en prison pour des faits de terrorisme, ont commencé de sortir, mais dont les plus aguerris, les plus dangereux sans doute, ne sont pas encore sortis. Donc le panorama, il reste extrêmement préoccupant. Mais au-delà de cet aspect un peu global, ce qui est important, je pense, et j'en viendrai aussi au rôle qui peut être le vôtre, c'est les formes de mutation, d'évolution de cette menace terroriste. De manière très schématique, on est passé d'une menace qui était portée par des groupes, des organisations terroristes directement, soit que ces groupes aient été en capacité de projeter la menace sur le territoire national, soit que ces groupes étaient en capacité de soutenir, d'influer des sympathisants sur le territoire national. Aujourd'hui, ces groupes, ils sont pour une grande partie des faits, je nuancerai un tout petit peu, mais ils sont en grande partie des faits. Et c'est vrai que les formes de menaces auxquelles on assiste, notamment moi depuis que je suis en fonction depuis 3 ans, sont des formes de menaces beaucoup plus individuelles, beaucoup plus autonomes, avec des individus au profil extrêmement divers, sans lien direct avec ces organisations terroristes, qui bien souvent d'ailleurs ne revendiquent même pas leur action au nom des organisations terroristes. Et pour nous, l'enjeu, il est double. C'est à la fois ne pas perdre de vue, évidemment, la menace qui peut continuer à être portée par des groupes terroristes comme l'État islamique, comme Al-Qaïda. Et on sait, quand on regarde sur une moyenne période l'évolution de notre pays, on sait que ces groupes, à un moment donné, refrapperont en France, c'est une certitude. Donc il ne faut pas évidemment le perdre de vue, il ne faut pas non plus perdre de vue ce qui se passe sur les théâtres extérieurs, la Syrie et l'Irak qui restent une zone de crise, l'Afghanistan évidemment et le Sahel. Il faut aussi rester extrêmement vigilant à l'égard de ces profils que j'évoquais tout à l'heure, aguerris, notamment ceux qui ont vu leurs projets contraints, entravés au cours des années 2010. Mais on a en effet cette nouvelle forme de menace, plus autonome, plus individuelle. Et c'est là-dessus que je voudrais juste insister 15 secondes, parce que dans la détection et le signalement de ce type de menace, l'ensemble de la société française a un rôle à jouer. On a eu entre 2015, 2016, 2017 des capteurs, des systèmes de signalement qui ont marché peut-être même parfois à l'extrême. Les services de renseignement croulaient sous les signalements. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de rester conscient que cette menace terroriste demeure extrêmement élevée et que ces canaux de signalement continuent à fonctionner. Et bien évidemment, à ce titre, les entreprises, les patrons de sûreté, de sécurité que vous êtes, avaient un rôle éminent à jouer. Les canaux, vous les connaissez, on pourra y revenir. C'est les services de renseignement, c'est aussi l'UCLAT, dont à la fois je salue le chef qui va dans quelques jours nous quitter pour prendre sa retraite et qui sera remplacé dans quelques jours également par une jeune commissaire divisionnaire que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, que je n'ai pas encore le droit de révéler puisqu'elle n'est pas nommée, mais je pense que ce sera une bonne nouvelle pour tout le monde. La menace terroriste très forte. Deuxième sujet, je serai plus rapide, les questions liées aux extrémismes violents internes, avec une double composante, à la fois une violence idéologique dont on assiste depuis maintenant quelques années à une forme de renaissance. Ça reste extrêmement vivace, à l'ultra-gauche, essentiellement à l'ultra-droite ces derniers mois, sous couvert notamment de courants idéologiques qui connaissent donc une forme de renaissance pour des facteurs sur lesquels on pourra revenir si vous le souhaitez, mais aussi l'apparition de groupes
anti-étatique, anti-système ou d'individus. Et quand je dis anti-étatique, anti-système, c'est l'État, ses élus, ses représentants, mais c'est aussi bien souvent les entreprises, celles qui incarnent le capitalisme, qui incarnent le système. Et donc là aussi, sur ces sujets, vous avez un rôle à jouer dans la détection et dans le signalement. Je pourrais bien sûr y revenir. Et puis troisième composante essentielle, c'est la prévention de l'espionnage et des ingérences étrangères. Espionnage qui se maintient en France à un niveau extrêmement élevé, extrêmement hostile aussi à l'égard de nos intérêts, qui évidemment, et vous le savez en tant que patron de la sûreté de vos groupes, vise pour une partie en tout cas le savoir-faire, le patrimoine économique, industriel français. Je rappelle qu'en 2020, deux agents de renseignement étrangers ont été expulsés du territoire national à la suite d'une mesure administrative à la suite de contacts qu'ils avaient noués avec en l'espèce des ingénieurs de grandes boîtes françaises. Donc ce risque, il vous concerne bien sûr. Et puis au-delà de l'espionnage, il y a tout ce qui est ingérence, avec une période qui va être, vous l'évoquiez à l'instant dans de propos conclusifs, extrêmement sensible pour la France en 2022, à la fois parce qu'une période électorale, c'est toujours une période où un pays est fragilisé, un pays où les tensions sont exacerbées. Donc on va être exposé à ces ingérences, ces interférences, à un moment en plus où la France présidera l'Union européenne, dont on sait qu'un certain nombre d'États s'efforcent précisément de fragiliser depuis maintenant quelques années. Donc une période qui va être extrêmement à risque. Et je termine en focalisant peut-être sur le risque propre aux entreprises, le risque d'espionnage ou d'ingérence propre aux entreprises. On y reviendra sans doute, une période qui va être une période, j'allais dire, post-crise sanitaire, mais en réalité, on est encore en plein dedans, mais on va dire post-phase aiguë de la crise sanitaire, avec en réalité, mais on s'y attendait finalement, une période de crise sanitaire, mais vous avez plus d'expérience là-dessus que moi encore, qui n'a pas nécessairement été marquée par des marques d'intérêt étrangers extrêmement forts, pour plein de raisons. D'abord, je pense parce que le soutien massif de l'État à nos entreprises a joué ce rôle d'amortisseur qui fait que les entreprises, malgré le fait qu'elles aient été extrêmement fragilisées, ont été confortées par ces aides pour passer cette période compliquée. Et puis deuxièmement, parce que nos principaux adversaires, finalement, étaient confrontés à la même situation de tension, d'incertitude, et que ces périodes n'étaient sans doute pas les plus propices à des offensives à l'égard de boîtes françaises. J'ai envie de dire que la phase la plus critique, elle s'ouvre maintenant en réalité, cette phase de sortie progressive, pour au moins deux raisons. D'abord parce que certaines entreprises ou leurs sous-traitants sortent évidemment de cette période très fragilisée, ou alors parce que c'est un peu l'effet inverse. Certaines boîtes précisément ont pu tirer bénéfice, et c'est tant mieux, de cette crise sanitaire dans le domaine de la santé, dans le domaine de la tech, dans le domaine des transports parfois, et que donc c'est pour nous de nouveaux prospects évidemment à travailler et à surveiller. Et puis le dernier sujet qui vous concerne très directement, qui nous concerne de manière générale, mais sans doute vous encore plus directement, c'est la menace cyber, sur laquelle je serai très bref, puisque j'ai dans le panel l'expert national du sujet. Mais vous dire que pour nous, c'est un sujet évidemment de préoccupation croissante. Ça l'est évidemment pour vous. Guillaume y reviendra sans doute. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que la DGSI, avec les moyens qui sont les siens, contribue évidemment à la prise en compte de cette menace avec ses partenaires. L'ANSSI en est un et le partenaire éminent. J'insiste juste, et je termine là-dessus, le ministre l'a dit un tout petit peu tout à l'heure, je pense qu'une des manières de lutter contre cette menace cyber et de dissuader les attaquants, c'est que la réponse publique aux attaques, qu'elle soit politique dans l'attribution de ces attaques ou judiciaire, pour dissuader précisément ces attaquants, que cette réponse publique doit encore évoluer, doit encore s'affermir. C'est une conviction très forte que j'ai et qu'ont l'ensemble, je crois, des directeurs généraux du ministère de l'Intérieur. Et je crois pouvoir dire, sous l'autorité actuellement du ministre et dans les mois qui viennent, c'est un sujet que nous avons parfaitement pris en compte. Si on veut vraiment dissuader ces attaquants, il faut que le risque à nous attaquer soit accru. Et pour cela, ça nous engage aussi. Il y a eu évidemment des premières réussites fortes ces derniers mois, mais il nous faut sans doute encore aller plus loin. Voilà pour ce panorama extrêmement synthétique que je pouvais faire. Enfin, synthétique, j'en sais rien, mais en tout cas, on vous en remercie. On vous en remercie, mais justement, vous avez fait la transition, on va passer la parole à Guillaume Poupart. Les menaces cyber, elles sont sans aucun doute exponentielles. Qui sont les cibles aujourd'hui en France? Et puis, si vous pouvez aussi nous expliquer un peu quel serait le profil des assaillants? Ce sont des groupes malveillants? Ce sont des États? Qui sont-ils? Alors c'est un peu tout ça. Donc moi, évidemment, mon intérêt, c'est de vous dire que tout ça continue à augmenter et qu'il faut avoir très très peur parce que c'est mon fonds de commerce. Mais malheureusement, c'est la réalité. C'est la réalité. Et quand on a dit cyber, je partage évidemment
le niveau de priorité qui est mis. Mais quand on a dit cyber, on n'a pas dit grand-chose parce que finalement, le point commun entre toutes ces attaques, c'est de passer par le numérique, qui devient, si on n'y fait pas attention, notre talon d'Achille. Mais après, dans la type d'attaquant, la motivation des attaquants, la nature des cibles, en fait, toute la combinatoire est possible. Une fois qu'on a dit ça, les grandes tendances qui sont aujourd'hui ce qui nous occupe, nous, collectivement, c'est clairement une menace de nature criminelle, avec, il faut s'enlever de la tête, l'image romantique de l'adolescent un peu surdoué dans sa chambre d'étudiant qui fait des trucs. Ça peut peut-être exister encore, mais c'est vraiment anecdotique. Aujourd'hui, ce sont de vrais méchants, je parle sous le contrôle de Nicolas, qui font pas forcément que ça d'ailleurs, qui se mettent à des endroits où ils prennent un minimum de risques, probablement, et c'est tout l'intérêt du cyber pour les attaquants, c'est qu'ils peuvent être à l'autre bout de la planète, sans aucune difficulté, ou un peu plus proche, mais quand même hors de portée. Et donc, la grosse menace criminelle consiste à se faire rançonner, et ça, aujourd'hui, n'importe qui peut être victime. L'évolution depuis 2017, on avait un petit peu des attaques tout azimut avec des rançons qui aujourd'hui font sourire par leur montant. C'était en centaines d'euros que ça se comptait. Aujourd'hui, on a beaucoup plus des attaques qui sont très ciblées et avec des attaquants qui se trompent parfois en termes de ciblage. Ils sont pas infaillibles, mais qui grosso modo savent ce que ça vous coûte quand vous êtes victime. Et être victime aujourd'hui, c'est ne plus avoir ces systèmes numériques. Et de plus en plus, ce que l'on observe, alors ça vaut ce que ça vaut, c'est un sondage que je fais comme ça au doigt mouillé, mais en gros, la rançon, c'est 1 jour de perte pour la victime. Et donc, comme on répare rarement un système en moins d'1 jour, eh bien, la tentation, évidemment, pour la victime est de payer. Et 1 jour de perte, je vous ferai faire le calcul dans vos entreprises, mais ça peut très, très vite coûter très, très cher. Donc ça, c'est la première menace, extrêmement forte, des groupes criminels très organisés, qui ne sont pas forcément à l'abri, et je partage complètement l'idée qu'il faut augmenter la pression et l'effet dissuasif, parce que c'est trop facile aujourd'hui pour eux, probablement. Il faut également élever le niveau de sécurité, parce que l'avantage de ces attaquants, vu de la victime, c'est qu'ils sont assez fainéants. Quand ça résiste un tout petit peu, ils passent ailleurs. Alors, je ne sais pas s'il faut prendre l'image du cambrioleur ou quoi que ce soit, mais enfin, ils ont l'embarras du choix dans les cibles. Donc, quelque part, l'investissement que l'on peut faire pour élever le niveau de difficulté, même si le résultat n'est pas parfait, c'est quand même particulièrement efficace. Et ça, c'est à intégrer dans la stratégie. Et ça va être une motivation très forte. Les 2 autres menaces que l'on a, qui sont de nature beaucoup plus stratégique, sont liées au fait que l'espionnage, les ingérences, tout ça se font en partie par les moyens numériques, qui ne remplacent pas évidemment les moyens classiques. Ça vient s'additionner, mais aujourd'hui, en termes de volume, de capacité d'atteinte à des choses très sensibles, pour les attaquants, c'est du bonheur. Et je parle bien des attaquants de niveau stratégique, ce qui est une manière très polie de parler des grands États, que ce soit nos adversaires ou parfois nos alliés, ce qui fait le charme du sujet. Et donc là, par contre, ça devient beaucoup plus compliqué, évidemment, pour s'en protéger, parce qu'on a affaire à des gens qui ont des moyens qui sont colossaux et qui peuvent faire une obsession, c'est-à-dire qu'ils ne passeront pas au suivant, qui peuvent être particulièrement intéressés par ce que vous faites. Donc ça, c'est beaucoup plus dur. Et aujourd'hui, on observe beaucoup d'espionnage. On n'est pas encore très à l'optimum en termes d'attribution, en termes de désignation de qui nous attaque, mais on commence à le faire. Si vous regardez, hier, on parlait d'APT31 dans des communications très techniques de l'ANSSI. Bon, c'est pas très dur de savoir qui c'est, mais on n'est pas encore très vocal sur qui pour désigner. Voilà, on sous-entend les choses. Moi, je pose des photos de pandas, des choses comme ça, mais voilà, on n'est pas encore dans la géopolitique de haut vol, mais le message quand même devient clair et on sait d'où ça vient en pratique. Et la variante, quelque part, en termes de finalité qui peut se produire, qui se produit peu aujourd'hui, mais qui évidemment est notre priorité, parce que là, les conséquences peuvent être dramatiques, notamment en termes de sécurité nationale, c'est le fait que ces attaques en espionnage très discrètes par nature, il ne faudrait pas grand-chose pour être transformées en attaques visant à détruire, à neutraliser, à faire dysfonctionner des systèmes extrêmement critiques. Raison pour laquelle, depuis maintenant des années, on a une relation extrêmement forte, notamment avec les opérateurs d'importance vitale et les opérateurs de services essentiels, bref, les opérateurs critiques pour la nation et la société, de manière à élever le niveau de sécurité en anticipant des risques de ce niveau-là qui sont extrêmement graves, qui ressemblent à des risques de nature militaire, parfois, avec l'avantage pour l'attaquant que l'attribution est complexe, elle prend du temps, et donc c'est assez facile pour l'attaquant de dire c'est pas moi, et de finalement être assez crédible, ou en tout cas de ne pas enclencher immédiatement les mécanismes de riposte, d'alliance au niveau européen, au niveau otanien. Et donc aujourd'hui, vraiment, l'avantage est à l'attaquant, et tout l'enjeu, c'est de faire basculer cet avantage pour que
la force revienne quelque part à la défense. Et quand l'attaquant propose de vous aider à remettre vos systèmes d'aplomb, finalement, quand vous propose un service après-vente de remise en état de votre système, il faut évidemment pas y souscrire. C'est un sujet forcément plus compliqué que ça. Bon, en tant que représentant de l'État, on ne peut que dire ne payez pas les rançons, ne financez pas ces criminels. C'est évident que si d'un point de vue systémique, ou bien avec l'aide de tiers, comme les assureurs d'ailleurs, qui sont des partenaires, hein, ce n'est pas des adversaires pour nous, mais si finalement la stratégie se résume à payer les rançons le plus vite possible, eh bien il ne faudra pas s'étonner s'il y a de plus en plus d'attaques. Donc ça, c'est une évidence. Une fois qu'on a dit ça, les situations extrêmes où on réfléchit, par exemple, à est-ce que ça a un sens d'interdire le paiement des rançons, par exemple? Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est pas interdit. Bah, ça va probablement trop loin. On anticipe les cas où payer la rançon, ce sera la moins mauvaise solution, peut-être. S'il y a des vies humaines, par exemple, qui sont en jeu, et ça peut arriver assez vite, peut-être que le bon choix, le moins mauvais choix, ce sera de payer les rançons. Ceci étant, la solution, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans le fait de provisionner des bitcoins pour payer les rançons le plus facilement possible, comme parfois on m'a demandé. Elle est vraiment dans la prévention, dans la protection, sachant que, j'insiste là-dessus, la menace criminelle, elle est de niveau élevé, mais ce n'est pas du top niveau. Et donc se protéger de cette menace-là, c'est tout à fait accessible pour l'ensemble d'entre vous. Ça demande un effort, ça demande un investissement, ça demande de la part des décideurs une vraie prise de conscience, ça demande un petit peu de moyens, mais c'est absolument pas hors de portée. Très honnêtement, si on me demandait, voilà, est-ce que c'est valable également face à nos plus grands adversaires stratégiques étatiques, là évidemment la réponse elle est plus complexe. Anne Picot-Périac, vous êtes la directrice sûreté d'Atos, 110 000 employés dans 73 excusez-moi, pays. je crois que vous vous êtes trompé, il y a eu une petite inversion de micro. Je crois que vous avez pris celui-là, Monsieur Lerner, et donc voilà. Je disais donc 110 000 employés dans 73 pays pour Atos. Dans un groupe comme le vôtre, quelle place est-ce qu'on donne à ces menaces, et ces menaces cyber en particulier, dans la politique globale de l'entreprise? Atos est avant tout une entreprise de services numériques. Ça part de l'infogérance pour aller à l'intégration en passant par de la cybersécurité. Donc je dirais que les menaces cyber sont dans notre ADN. Ça vous connaît. Que depuis une dizaine d'années maintenant, on est engagé dans une démarche de certification ISO 27001, donc management de la sécurité des systèmes d'information, qui a le mérite de donner un cadre et d'obliger une approche par les risques. Et donc, de ce fait, on rentre dans une boucle vertueuse d'amélioration. On va cartographier les process avec un représentant du comité exécutif, sélectionner le processus le plus sensible, définir les actifs, les personnes, le hardware, le software, les sites, la supply chain, indispensable justement à pouvoir délivrer ce service. On va étudier toutes les menaces, toutes les vulnérabilités qui peuvent impacter cet asset et à partir de là, définir les politiques qui vont bien, les outils pour réduire ce risque. Votre place à vous, directrice sûreté, par rapport, souvent il peut y avoir des services dédiés pour tout ce qui est informatique ou cyber. Vous vous situez où, vous, à votre niveau? On travaille ensemble. D'accord. Ça ne dépend pas de vous, mais vous travaillez main dans la main. Main dans la main. D'accord. Alors en pleine pandémie, avec l'explosion du télétravail, on aura l'occasion d'y revenir avec vous, Madame Picot-Périac, le risque de vol de données a forcément augmenté. On parle beaucoup du cloud, où stocker ces données. Faut-il un cloud souverain, français ou européen? On en parlait avec M. Roux de Bézieux ce midi, ou de manière plus pragmatique, un cloud de confiance avec des géants du numérique. Sur ces questions de souveraineté, on va écouter maintenant sur le grand écran et regarder ce que dit Jean-Noël de Galzin, qui est le patron d'Exatrust, qui a publié avec le CDSE un manifeste pour une autonomie stratégique européenne. Il nous présente d'abord Exatrust et il fixe les enjeux pour les données des entreprises. Alors, pourquoi les enjeux de souveraineté numérique sont importants pour les entreprises aujourd'hui? Les entreprises aujourd'hui font face à un besoin, une nécessité de court terme, c'est de continuer à travailler quelle que soit
la situation à laquelle elles doivent faire face. Nous sommes actuellement dans un contexte de pandémie et donc le télétravail est devenu une norme et il faut continuer à travailler en permanence, à garder le lien avec son écosystème, ses clients et permettre à tout le monde de travailler dans toutes ces circonstances. Donc c'est un enjeu de continuité d'activité et de résilience en premier lieu. Le deuxième enjeu, c'est regarder un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, c'est comment est-ce que je vais construire des différenciateurs, comment je vais bâtir des innovations, comment je vais continuer à protéger ma propriété intellectuelle, mon fichier client. Et donc, ce sont des enjeux autour des données. Les données, ce sont les actifs stratégiques des entreprises pour demain. Et pour ces raisons, il est aussi essentiel de regarder avec quel partenaire je vais continuer à développer mes applications, développer mon informatique, et avec quel partenaire, où je vais héberger mes données. Et en cela, choisir un partenaire qui garantit la protection de mes données, qui me garantit d'être en conformité avec les réglementations européennes en matière de protection des données, et la capacité à garder mes données pour moi est quelque chose de tout aussi primordial que le choix de la continuité d'activité. Et donc, la souveraineté numérique, c'est choisir des partenaires qui me permettent d'être indépendant et de conserver cette indépendance et cette autonomie sur la protection des données personnelles et non personnelles. Alors, les enjeux de la stratégie cloud de ces prochaines années, c'est bien évidemment de pouvoir, à court terme, bénéficier d'un environnement légal en matière d'hébergement de données qui me permettent de ne pas être assujetti ou en risque avec les réglementations extraterritoriales, notamment les réglementations américaines sur le Cloud Act, par exemple, pour la plus connue, ou Schrems II. Et en cela, donc, il y a une stratégie de court terme qui a été proposée par le gouvernement, qui s'appelle le Cloud au centre, sur laquelle il y a des offres qui sont en cours de certification Secnum Cloud et qui répondront ou non à cette réglementation. Je pense que, quels que soient les choix de court terme qui sont faits et les garanties qu'on peut apporter en la matière, et comme je le disais dans la question précédente, l'enjeu, c'est comment est-ce que demain, on construit une nouvelle chaîne de valeur dans laquelle nous avons peut-être du retard dans certains domaines de moteurs de cloud. Maintenant, nous avons aussi d'énormes avantages. Nous avons d'abord un écosystème extrêmement riche de start-up, de PME de croissance, d'ETI, de champions dans le domaine du numérique, OVH Cloud dans le domaine du cloud, Walix dans le domaine de la cybersécurité et tous nos partenaires chez Exatrust, un certain nombre d'acteurs qui proposent aujourd'hui des applications collaboratives, des applications dans le domaine des infrastructures, de la gestion des infrastructures, dans le domaine de la sécurité au sens large, dans les différents domaines applicatifs, par exemple d'Assosystème, pour ce qui est des plateformes. Donc nous avons aussi toute une industrie du futur à construire tous ensemble. Et donc je crois que cette bataille de l'innovation dans le cloud, elle démarre. Le cloud dont nous aurons besoin pour construire cette innovation, c'est un cloud de confiance, un Internet industriel, et en cela, la priorité absolue de la stratégie de cloud, d'après moi, qu'elle soit française ou européenne, c'est de construire un cloud différent, souverain, autonome, et qui nous permette de redevenir leader dans le domaine du numérique. Je voudrais remercier le CDSE pour cette invitation et à pouvoir utiliser cette période pour saluer évidemment tous les invités qui seront présents, tous les utilisateurs qui sont aussi importants puisque nous travaillons ensemble pour construire le numérique de confiance de demain. Et je crois qu'après avoir lu tous les travaux autour de la nouvelle directive NIS 2, j'ai pu noter que désormais les enjeux de résilience pour les entreprises passent par la cybersécurité et la sûreté, la sécurité physique, notamment des bâtiments, la continuité d'activité des infrastructures elles-mêmes. Ce qui est intéressant, donc le monde physique et le monde cyber sont intimement liés
Il s'agit tout simplement du monde de demain. Et je ne peux que souhaiter à tous les membres de cette réunion, de cette assemblée, que nous puissions mettre tous ensemble un coup de volant sur le cloud de confiance, le numérique de confiance en 2022. Et je vous souhaite à tout le monde d'excellentes fêtes de fin d'année. Jean-Éric Aubert, on ne vous a pas encore entendu. Vous êtes le président de la Société française de prospective, vous êtes économiste, vous êtes docteur en mathématiques appliquées, vous avez été ancien fonctionnaire à l'OCDE, à la Banque mondiale. Comment est-ce que vous évaluez aujourd'hui le rapport entre les géants du numérique et les États ? D'abord, merci pour cette invitation. Merci au CDSE de me permettre de participer à vos réflexions. La question que vous posez, je ne crois pas, on ne peut pas répondre de manière binaire. Je pense que, mais je m'exprime un peu sous le contrôle des prédécesseurs qui ont parlé avant moi, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une capacité des GAFAM et de ces grandes entreprises à être au-dessus des États. Je pense que dans beaucoup de domaines, il y a en fait de bonnes raisons de coopérer ensemble, dans tous les domaines qui concernent justement la sécurité. Et on voit finalement des initiatives qui, d'une manière ou d'une autre, mettent ensemble les États et ces grandes entreprises pour assurer de meilleures sécurités, notamment dans ce qui est de l'ordre du cyber. Là où il peut y avoir un sujet, c'est effectivement sur la manipulation des données, avec la possibilité pour des groupes, comme ceux qui ont été évoqués tout à l'heure, d'utiliser tout ce qui est sur Internet et la manière dont on peut toucher les esprits pour orienter les gens dans certaines élections, des choses comme ça, pour essayer de faire passer des idéologies. Et là, dans ces conditions-là, il n'y a pas nécessairement, je dirais, de bonnes raisons de se coaliser entre les États et les GAFAM. Et là, il y a effectivement, je dirais, un peu un angle mort dans lequel les intérêts des GAFAM et ceux des États ne sont pas nécessairement convergents. Il y a un risque où là, c'est plus un certain type de coalition qui existe, c'est au niveau nationaliste, entre des États et les grandes entreprises qui sont associées à ces États. Bon, évidemment, on pense aux GAFAM américains avec les États-Unis, on pense à l'équivalent des GAFAM chinois avec la Chine. Là, il peut y avoir manifestement des intérêts de coalition nationaliste, et là, ça pose des problèmes de souveraineté pour les pays qui sont des puissances moyennes ou qui ne disposent pas de cloud souverain. Donc, je pense qu'il faut avoir une vision sur ces questions-là, je dirais un peu à 360 degrés et pas du tout binaire. Question, Anne Picot-Périac, parce qu'on parlait un petit peu plus tôt et vous en avez parlé de la prise en compte chez Atos de tous ces risques. Est-ce que vous avez mis des outils en place spécifiques pour le cyber et au sein de la boîte et dans la manière de fonctionner? Alors, dans la manière de fonctionner, donc je vous parlais de l'approche par les risques. C'est vraiment quelque chose qui est dans notre ADN. Et de ce fait, on a mis en place tout un tas de systèmes de surveillance. Maintenant, c'est plus large finalement que le système d'information, comme forcément on monitore tous les systèmes d'information. C'est délicat pour moi de parler en la présence de Monsieur Poupard de tout ce qu'on met en place. Je dirais qu'on est au standard. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt sur la partie veille qui est associée à ça et qu'on a dû mettre en place
par rapport à la pandémie pour pouvoir capter les messages qui viennent des collaborateurs. Oui. Donc ça passe par un système simple de sondage avec des questions sur leur qualité de vie, leur qualité de travail, sur de la sensibilisation, où là, on va rappeler les bonnes pratiques, les bons usages. Récemment, on a même été jusqu'à faire un webinar pour les enfants des collaborateurs en Inde, où on a 30 000 collaborateurs sur les bons usages. Et pour justement insuffler cette culture de sécurité, rappeler sans cesse le message de reporter les événements perturbateurs, parce que forcément, à partir de là, on va gagner en efficacité pour faire face et être réactif. Guillaume Popard, peut-être en écho à ce que disait Madame Picot-Périac, on voit que chez Atos, la culture, elle est là, et puis c'est déjà instauré dans le groupe le fait de faire attention. Mais comment dans les plus petites entreprises l'acculturation peut se faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les inciter? Aujourd'hui, la cyber, telle qu'on recommande de la prendre en compte, il n'y a pas de trucs et astuces. Donc, j'élimine tout de suite les solutions de simplicité, les trucs et astuces, ou bien ce qui consiste à stigmatiser systématiquement les utilisateurs parce que c'est leur faute, tout ça. On peut le faire, mais ça ne sert à rien, objectivement. Donc, la cyber, ça se rassemble sur 5 grands piliers, très très vite. Une question de gouvernance. Quelle que soit la taille de la structure, si ça ne remonte pas au niveau de décision, c'est vain. Donc, dans les grandes entreprises, si ça ne remonte pas en COMEX, pas à chaque fois, hein, mais clairement, ça ne fonctionne pas. Et ça, on en a l'expérience et je pense qu'on la partage. Au niveau de l'État, on a la même expérience d'ailleurs. Aujourd'hui, ça remonte en COMEX. Ça s'appelle le Conseil de défense. Et avec Nicolas, régulièrement, on vit ça, c'est passionnant, pour de vrai. Et si le recul que l'on a, c'est que si ça ne monte pas à ce niveau-là, c'est très, très difficile ensuite à décliner. Après, il y a des questions de sensibilisation, au bon sens du terme, c'est-à-dire pas pour dire aux gens que vous êtes responsables, c'est votre faute, mais bien pour les rendre acteurs des questions de sécurité. Après, il y a des sujets beaucoup plus techniques de conception des systèmes pour prendre en compte la sécurité dès le départ. Et là, évidemment, les grands acteurs du numérique et de la sécurité numérique sont là pour aider chacun à développer des systèmes sécurisés, et c'est très compliqué. Et on sait très bien que tout ça est construit parfois sur du sable. On a une faille là depuis vendredi, c'est un truc complètement idiot. On se rend compte que c'est utilisé dans tous les systèmes de la planète et on a très très peur potentiellement des conséquences que ça peut avoir. Et c'est des tout petits trucs, c'est des tout petits bouts mais qui sont utilisés partout et les attaquants ils savent passer par là quand il y a une faille pour l'exploiter. C'est être capable de détecter les attaques, d'être très agile. Faire de la cybersécurité, c'est pas faire des lignes Maginot, c'est pas faire des bunkers. Il faut des barrières probablement, mais il faut également être très agile dans la détection, dans la réaction. Et puis, je termine là-dessus parce que c'est le point qui nous paraît le plus important aujourd'hui en termes de développement, et c'est là où il y a une marge de progrès avec des gains à court terme qui peuvent être super, c'est tout ce qui est préparation à la crise, préparation à la communication de crise, exercice. Ce que l'on peut traduire dans notre jargon technocratique, plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité, ça parlera évidemment à certains, mais le fait de se préparer à ces cas-là qui ne sont plus totalement hypothétiques, qui malheureusement se produisent, c'est extrêmement efficace et bénéfique. Et si je parle de ça, c'est également pour faire de la pub et remercier le CDSE avec qui on a fait ce guide justement sur la gestion de crise d'origine cyber. Donc merci encore au CDSE pour cette coopération. C'est un truc à lire. Hein. Je crois que quelques exemplaires seront disponibles et il y en aura d'autres, voilà. et c'est sur Internet. Voilà. Ça, c'est un très très bon investissement. Et ça se prépare, ça se pratique. Il y a un autre guide qui parle d'exercice, il y a un autre guide qui parle de com. Voilà, ça c'est essentiel. Et alors pour répondre, parce que je n'ai pas du tout répondu à votre question du coup, mais pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on fait pour les plus petits? Pour les plus petits qui n'ont pas tout ça, qui sont pas compliqués. Voilà. Pour une entité qui n'a pas de DSI, qui n'a pas de structuration de sécurité, qui n'a pas forcément la culture de sécurité et qui est très dépendant finalement des outils numériques qu'elle achète, eh bien, ce qu'il faut, c'est d'un côté essayer quand même de voir ce qui se décline dans tout ce que j'ai dit, parce qu'il y a des choses qui se déclinent à l'échelle de structures plus petites. Et puis par ailleurs, il faut avoir un travail sur les outils numériques, la fourniture, ça fait un lien direct avec le cloud, par exemple, hein, qui fait partie évidemment de ces questions-là, pour que collectivement, on arrive à élever le niveau de sécurité
techniques, opérationnelles et juridiques sur ces offres-là, pour que finalement, chacun puisse prendre des responsabilités qui sont à sa taille. Et si on décline finalement jusqu'à une très petite entreprise ou un particulier, eh bien, il faut que les petits soient simplement concentrés sur le fait qu'ils achètent les bonnes offres. Donc pour ça, il faut peut-être de la labellisation, il faut pouvoir identifier qu'est-ce qui est de confiance et qu'est-ce qui l'est moins. Et puis ensuite se concentrer sur des choses qui sont vraiment à sa dimension. Je fais attention à mes mots de passe, les trucs ultra classiques, les quelques règles d'hygiène numérique de base que l'on peut promouvoir, mais aller dire à un petit il faut un plan de continuité d'activité, et puis faites attention quand vous développez vos outils à ceci, à cela, mais ils ne développent pas les outils, ces gens-là. Donc il faut vraiment être capable d'adapter, autrement c'est extrêmement déceptif. Et la dernière chose, je suis trop long, je suis désolé, mais la dernière chose, c'est qu'il faut également aujourd'hui, on y travaille beaucoup, être capable d'adapter les structures de réponse opérationnelle. Notre expérience, c'est qu'on sait bien répondre aux grands. Ça ne veut pas dire que tout est fait, tout ça, mais les choses sont en place, et quand il y a un drame, ça reste un drame, c'est très très dur pour la victime, mais on sait y répondre chez les grands. Pour les petits, ce qui n'est pas péjoratif, pour des particuliers, et ça peut être vous ou moi, hein, la victime à titre personnel, eh bien, des dispositifs comme cyberviolence.gouv.fr sont là pour y répondre. C'est très automatisé, ça s'appuie sur des petits prestataires locaux, et il n'y a que ça qui peut fonctionner, évidemment en parallèle d'un dépôt de plainte et de la phase judiciaire. Et entre les deux, aujourd'hui, on a un petit trou dans la raquette. Donc tout ce qui est ETI, collectivité locale, aujourd'hui, on pense qu'il faut développer des centres opérationnels à un niveau régional. Et ce niveau régional, aujourd'hui, on le construit notamment avec les conseils régionaux qui en ont quelque part la responsabilité et les moyens, avec l'idée d'avoir ce qu'on appelle des CERT ou des CISERT, qui vont être en région et qui vont fonctionner de manière collective, en réseau. Et tout ça ensuite peut fonctionner ensemble. Et in fine, quand on aura fait tout ça, on pourra faire un numéro d'urgence unique. Et on le fera probablement un jour, comme le font déjà aujourd'hui les Israéliens. L'idée étant que chacun puisse trouver des réponses à sa taille et à ses problèmes. Nicolas Lerner, vous n'avez pas de guide à nous distribuer aujourd'hui. Ça ne vous empêche pas à la DGSI d'être proactive dans votre rôle de conseil aux entreprises. Vous avez des flash ingérences qui sont même accessibles depuis peu, je crois, au grand public sur le site internet de la DGSI. Non, je n'ai pas de guide, mais j'ai quand même de la pub à faire. Mais comme je suis plus moderne que Guillaume Poupard, moi, je fais de la pub pour notre site internet. Je sais que là-dessus, il y a aussi un site internet, mais le nôtre, on en est fier parce qu'il a à peine 6 mois. Voilà. Donc, mais je pense que un certain nombre d'entre vous le connaissez, mais c'est vrai qu'on retrouve pas mal de conseils pratiques. Et puis, on retrouve un truc qui est quand même aussi très important, c'est une manière d'entrer en contact avec la direction générale, voilà, qui n'est pas pignon sur rue, on n'a pas de guichet, on n'a pas de locaux ouverts physiquement, mais voilà, c'est une modalité d'entrée en contact qui concerne sans doute pas, en tout cas je l'espère, la majeure partie d'entre vous, mais qui peut concerner beaucoup d'acteurs qui précisément n'ont pas nécessairement cette culture ou ce réflexe. Et Guillaume Poupard évoquait à l'instant les petites structures. Peut-être vous dire un mot, et je vais venir sur ces sujets-là, mais j'évoquais tout à l'heure rapidement dans l'état de la menace globale, ce qui était une des missions de la DGSI, qui est la lutte contre les atteintes au potentiel économique, industriel, scientifique de la nation. Alors, on peut gloser des heures sur qu'est-ce que le potentiel économique de la nation. Moi, je le vois, vous disiez que j'étais DGSI depuis maintenant plus de 3 ans. Je vois, et j'espère que vous le sentez aussi, c'est sans doute le domaine sur lequel on a, sur ces dernières années, le plus investi en nombre, le plus investi aussi en termes qualitatifs. Moi, je suis très humble quand j'évoque cette mission-là. J'estime que c'est une des missions sur lesquelles on est en prestataire de service, finalement. Peut-être un peu comme l'ANSSI dans ses relations avec les entreprises. On est en logique de prestation de service. On est là, en fait, pour répondre, accompagner, aider les entreprises. Et donc, pour rendre un service que, en tout cas, sur un certain nombre de domaines, que vous n'êtes pas en capacité de trouver tout seul ou qui n'est pas disponible sur le marché. Et donc, ce service, en effet, cette gamme de services, elle se décline en plusieurs aspects. Il y a d'abord ce que vous évoquiez, qui est quand même très important, qui est en effet la sensibilisation. Là aussi, lorsqu'on parle de très grands groupes, c'est peut-être des sujets qui vous semblent acquis. Mais en réalité, plus on descend, et notamment, moi j'ai en tête toute la chaîne, les sous-traitants, etc., dont vous dépendez aussi, on se rend compte que parfois, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, il y a l'aspect sensibilisation. Il y a l'aspect offre de services extrêmement concret. Vous connaissez toutes et tous, je crois, l'offre que nous avons de conférenciers, d'intervenants à la DGSI, qui sont capables, moi j'ai assisté à plusieurs de ces conférences, qui sont capables de personnaliser le discours en fonction aussi des attentes des entreprises, en fonction du public. Ils interviennent en COMEX, ils interviennent devant des salariés vraiment à votre choix et à votre main. Il y a une série d'offres aussi, audit bâtimentaire,
criblage sécuritaire lorsque le cadre réglementaire ou législatif le permet, et il y a un certain nombre de cadres qui le permet. Donc ça, c'est, on va dire, le panel de services que l'on peut rendre. Et puis enfin, je me souviens, j'étais intervenu quelques semaines après ma prise de fonction lors de votre assemblée il y a 3 ans maintenant. Je me souviens aussi de ma volonté qui était par la confiance, le ministre évoquait tout à l'heure, vous évoquiez, madame, le cercle de confiance cher au président du CDSE, au secrétaire général du CDSE. Moi, je me réjouis aussi de voir qu'avec un nombre croissant d'entreprises aujourd'hui, on est capable de rentrer dans une logique d'opération. C'est-à-dire que la DGSI, elle a des compétences, qui sont des compétences législatives, qui lui permettent, encore une fois, d'aller chercher du renseignement là où, précisément, les autres acteurs n'ont pas la capacité de le faire. Ça passe par les techniques de renseignement qu'on est autorisé à mettre en œuvre. Et moi, je me réjouis de voir de plus en plus, grâce à cette relation de confiance, à partir d'un état de la menace qui est partagé, et en confiance et en transparence avec l'entreprise, notre possibilité d'aller mettre des techniques, d'engager des investigations plus intrusives au service de l'entreprise. Parce que je pense que c'est aussi un service que nous pouvons rendre. Je termine peut-être sur ces questions de petites entreprises et puis de réseau territorial, pour vous dire 2 choses. D'abord, et ça, je l'ai vu aussi très nettement en 3 ans, le renseignement, la protection économique, il y en a beaucoup qui sont sur le marché, y compris le marché étatique, sans même aller au-delà du marché étatique. Moi, je trouve que la manière dont nous nous sommes collectivement articulés est assez remarquable, avec notamment le ministère de l'économie. Aujourd'hui, les alertes, elles sont partagées, les services de renseignement sont orientés par les donneurs d'ordre, par le ministère de l'économie, par le CICE. Donc l'écosystème, on va dire, institutionnel a quand même, je trouve, très largement progressé. Et uniquement dans le domaine du cyber, là aussi, on en avait souvent parlé avec le directeur de l'ANSSI. Aujourd'hui, je crois que le champ de compétences respectives des uns et des autres est bien respecté. La DGSI a cette chance d'avoir un réseau territorial très, très dense, puisque nous sommes présents dans pratiquement tous les départements français, nous couvrons tous les départements. Et en lien étroit avec l'ANSSI, nous avons aussi développé une offre, nous avons désormais des référents cyber, ce qui nécessite évidemment un effort de formation pour les fonctionnaires de la DGSI, qui ne se prétendent pas être les experts cyber mondiaux, mais qui sont quand même capables d'aller à la fois porter une parole de sensibilisation, mais recueillir aussi des préoccupations, et ensuite d'orienter vers tel ou tel service, si c'est une plainte vers les services territoriaux, si c'est une plainte qui concerne la DGSI vers la DGSI, ou vers l'ANSSI lorsque c'est son champ de compétences. Voilà, mais globalement, moi, je veux vraiment insister sur les progrès qu'en termes d'organisation collective, nous avons fait sur ces sujets depuis 3 ans. Enfin, 3 ans, un peu plus. Mais... Anne Picot-Périac, vous n'avez pas de guide, vous, mais vous avez la pratique, enfin, on va dire le vécu. Par exemple, quand la pandémie s'est étendue à travers le monde, vous avez dû réagir très vite, mettre tous vos salariés, ou la plupart, ou beaucoup en télétravail. Vous avez dû sécuriser les échanges. Comment est-ce que vous vous y êtes pris dans l'urgence ? Alors pour vous resituer un petit peu les choses, avant la pandémie, la sûreté, la sécurité, on était plus dans un mode réactif. Je vous parlais du système de management de la sécurité. Il incluait une politique de gestion de crise qui avait été bâtie il y a une dizaine d'années pour faire face à des menaces cyber. Dans les faits, on a étendu cette politique à d'autres types de crises, sociales, réputationnelles, financières. Donc à ce titre-là, on était habitué à travailler en transverse avec les autres fonctions support. Donc quand le téléphone a sonné en janvier 2020 et que de l'autre côté du téléphone, j'avais le DRH, le nouveau DRH du groupe, qui m'explique, ben voilà, on est en Chine, on a 1200 collaborateurs en Chine. On a quelques collaborateurs en déplacement professionnel. On a une collaboratrice qui était en vacances là-bas. Et puis, on a une petite équipe d'expatriés à Pékin qui est en train de préparer les Jeux. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, donc, repartant justement de la politique de gestion de crise, on était plus pour faire face à des menaces cyber dans une organisation avec une cellule au niveau du groupe et des cellules locales qui allaient appliquer les décisions prises par le groupe. Le cas de la pandémie fait qu'on a dû adapter ce système, quelque part décentraliser les décisions, puisque d'une zone géographique à une autre, les gouvernements ne prenaient pas les mêmes décisions, les mêmes choix.
Donc finalement, on s'est retrouvé à coordonner des cellules de crise en donnant au niveau du groupe un cadre et en laissant les cellules locales s'adapter. Et c'est grâce à ça que un vendredi, on était justement dans une cellule de crise groupe. Nous avons appris que les États indiens décidaient de fermer, donc de passer en confinement, en lockdown, le samedi. Nous avons 30 000 collaborateurs en Inde, là où le télétravail n'était pas du tout habituel, courant, à tel point qu'il fallait un certain niveau managérial pour avoir droit à un ordinateur portable. Donc, en moins de 48 heures, il a fallu déclencher les plans de continuité d'activité, renvoyer les collaborateurs chez eux avec, sous le bras, la machine, l'écran, la clé 3G, en supervisant nos réseaux pour que justement ils puissent tenir cette nouvelle charge, en rappelant les bonnes pratiques, les VPN, et ainsi de suite. Et vraiment les accompagner. Une fois que tout le monde était installé et a commencé à travailler de cette façon-là et donc de façon beaucoup plus isolée, est-ce que vous avez remarqué un certain repli sur soi et est-ce que vous avez remarqué que ça pouvait fragiliser éventuellement certains profils? Et du coup, comment vous faites dans ces cas-là pour détecter un éventuel quelqu'un qui dégoupille, quelqu'un qui va passer à l'acte avec de façon brutale? Qu'est-ce que vous avez comme capteur dans l'entreprise pour faire remonter ça? Alors, l'avantage que nous avions par rapport à d'autres entreprises, c'est que depuis 2010, en Europe, on avait à peu près 50% de télétravail avec un système de flex office où on a 7 places assises pour 10 personnes. Donc, je dirais que les managers en Europe, aux États-Unis, avaient l'habitude de gérer des équipes distantes. Quelque part aussi capter les signaux d'un décrochage. Donc, on a renforcé justement les consignes au niveau du management d'être à l'écoute, d'avoir un maximum de moments de convivialité digitaux. Ça passe par des cours de méditation entre midi et 2. Ça va aussi par le renforcement de la cellule de santé, des cellules médicales à travers les différents pays qui vont faire justement des entretiens et dispenser des bonnes pratiques telles que avoir un casque Bluetooth pour pouvoir marcher et pas rester attaché à sa machine, réduire les réunions à 50 minutes pour avoir justement les 10 minutes pour prendre du recul, pour la vue, mais aussi par rapport à son travail. Vous travaillez en fait sur les risques psychosociaux. On pourrait parler peut-être aussi finalement de détection de signaux faibles, Nicolas Lerner, parce que la pandémie a aussi favorisé des mouvements de défiance vis-à-vis du vaccin, des complotistes. Tout ça est un petit peu lié. Ce sont des menaces réelles aujourd'hui dans les sociétés. Oui, la pandémie n'a pas déclenché ces mouvements de défiance ou de complotisme à l'égard de l'État. En réalité, la pandémie est arrivée à un moment où le terreau était déjà bien constitué sous l'effet d'un certain nombre de facteurs. Moi, en France, j'en vois un certain nombre. Il y a, et peut-être parce que j'ai un prisme aussi sécuritaire, mais il y a les crises de 2015, les crises terroristes, la crise migratoire aussi qui s'en est suivie, qui, de la part d'un certain nombre d'individus, a généré un fort sentiment de défiance à l'égard de l'État, à l'égard de sa capacité aussi à assurer sa fonction première de protection des Français. Et puis, on avait également nous avions traversé tous ensemble aussi un phénomène qui était quand même assez majeur, avec ce phénomène des Gilets jaunes, cette crise des Gilets jaunes, qui avait quand même montré cette capacité, cette violence latente dont un certain nombre d'individus étaient capables de faire preuve à l'égard de l'État. Donc le terreau était là. Il me semble, moi, dans les mois ou de manière concomitante à la pandémie, que d'autres facteurs ont aussi conduit à l'essor de ces mouvements complotistes. On a eu d'abord
un certain nombre de théories, de courants de pensée, notamment anglo-saxons et notamment venant d'outre-Atlantique, qui ont trouvé leur relais sur le territoire national, qui ont été popularisés sur le territoire français. On a eu aussi, et c'est un point de préoccupation, non pas que je considère que tout ce que je viens d'indiquer est une construction venue de l'étranger, mais on a eu aussi un certain nombre d'États qui ont pris plaisir à souffler sur les braises et à raviver ces défiances. Et puis, en effet, est venue cette crise sanitaire. Et à mon sens, on a là la combinaison de deux facteurs, c'est-à-dire à la fois, qui dit crise dit forcément fragilisation, doute individuel. Et on sait que tous ces mouvements complotistes se nourrissent d'abord, beaucoup de sociologues l'ont très bien montré, je fais souvent référence aux travaux de Tristan Mendès France, qui exprime vraiment ça très bien, comment dans des groupes complotistes, conspirationnistes, il y a d'abord toujours des failles, des doutes individuels, des ressentiments individuels, des sentiments d'injustice. Et donc forcément, une crise est propice à l'exacerbation de ces sentiments, tout comme elle est propice également, et là on rejoint ce que je disais à l'instant, à la mise en cause de la capacité de l'État à agir, à protéger. Et donc sur ce terreau-là sont venus en effet fleurir les théories que vous connaissez tous, totalement incroyables, et on se heurte en effet, et je faisais parler avec les Gilets jaunes, un peu comme à la fin des Gilets jaunes. On a des individus avec qui le dialogue n'est plus possible, le dialogue rationnel n'est plus possible. Et pour nous, donc, c'est un vrai enjeu aujourd'hui de sécurité, d'ordre public, avec une vraie difficulté. J'évoquais tout à l'heure la question de détection du terrorisme islamiste. On se heurte, j'entendais votre question, madame, sur la capacité des entreprises à détecter. Moi, je serais preneur aussi d'un échange là-dessus, parce qu'on a les mêmes difficultés à l'échelle du pays, avec des groupes, des réseaux sociaux, des forums qui rassemblent des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui portent des discours d'une hostilité, d'une violence à l'égard de l'État, de ses représentants absolument incroyables. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver à détecter, y compris par des moyens de pénétration de ces forums, de détecter ceux qui, au-delà du discours, au-delà des incitations, vont être susceptibles de porter un projet d'action violente. Et comme vous le savez, tout ça n'est pas que théorique, puisque ces derniers mois, les services de la DGSI, avec un certain nombre de partenaires, ont quand même contribué à détecter un certain nombre de projets d'action violente contre l'État, contre ses représentants, contre des centres de vaccination, contre tout ce qui symbolise finalement ce système. Bon, il y a quand même un certain nombre de mois une loge franc-maçonne qui était visée. Voilà, donc vrai sujet en effet de préoccupation que la diffusion de ces théories et la manière dont soit des individus fragiles, parfois en quête de reconnaissance du groupe, vont pouvoir agir et déclencher dans un mode de passage à l'acte très individuel, ou alors dans des petites cellules d'individus qui se montent la tête, si j'ose dire, et qui sont susceptibles de préparer ou de fomenter ce type de passage à l'acte. Donc un vrai sujet en effet, et des moyens que nous consacrons à ces sujets, à ce suivi, à la fois humain, technique et en termes de méthode, qui finalement peu ou prou commence à se rapprocher de ce qu'on fait en matière de lutte contre le terrorisme islamiste. Jean-Éric Aubert, pour rebondir sur ce que dit Nicolas Lerner, cet enjeu sécuritaire autour du complotisme, est-ce que ça doit nous inquiéter dans les 10, 20, 25 ans à venir? Oui, je pense que ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que ça s'inscrit dans... C'est porté par une série de facteurs qui est, premièrement, une espèce d'individualisation au sein de la société. C'est-à-dire que les processus par lesquels finalement les individus pouvaient s'intégrer dans la société sont de plus en plus affaiblis. D'une part, du fait de l'évolution des structures familiales, mais aussi du fait des structures institutionnelles et d'une inadéquation des démocraties pour remonter ce qui est à la base, comme désir, envie, contestation, par des mécanismes sur lesquels on s'entend, avec la représentativité nationale. Et là, ce processus fonctionne de plus en plus mal dans nos sociétés. L'autre, alors ça veut dire que peut-être il y a des nouvelles formes à inventer ou à implanter en France, par exemple, sur des formes de référendum populaire, plus de participation dans la vie politique, mais ça suffira pas. Ça suffira pas parce que il y a quelque chose qui est plus fort, à mon avis, qui est une espèce de frustration, de blocage dans la mobilité sociale, la possibilité finalement que tout un chacun puisse s'intégrer dans la vie économique, politique du pays. Et finalement, cette échelle sociale ne fonctionne en France plutôt moins bien que dans beaucoup d'autres pays. Et également la capacité d'intégration des individus dans la vie économique.
bon, dans les pays anglo-saxons, il y a de la violence aussi. Il y a de la violence, mais d'une certaine manière, comme il est plus facile à tout individu qui vraiment veut s'intégrer dans la vie économique, même si c'est dans des conditions assez pauvres, il y parvient plus facilement que dans notre société assez rigidifiée. De ce point de vue-là, ça permet, je dirais, de ralentir, d'amortir ces frustrations. Le point qui est quand même très inquiétant en France, c'est une enquête que j'ai vue passer récemment qui expliquait que pour près de 50% des gens interrogés, il était normal de recourir à des actes violents quand on contestait des décisions politiques. Et pour 50%, à peu près 50% des jeunes et 30% de la population en moyenne. Bon, 50% des jeunes qui se mettent dans cette posture, c'est quand même problématique. Et compte tenu de ces tendances lourdes que j'évoquais, ça ne va pas être si facile que ça de réduire ce processus de violence, comme on dit, une violence d'atmosphère qui est là. Et donc, je pense que c'est quelque chose auquel il faut répondre, mais qui n'appelle pas des réponses simplistes. Surtout avec la présence des réseaux sociaux qui facilitent, dans une population qui est relativement perdue sur un mode un peu gazeux, si je puis dire, de se raccrocher facilement à des idéologies sous des formes répétitives. Donc, je pense que ça demande une action, juste pour terminer, une action qui va à la fois sur les mécanismes d'expression politique et de représentativité, mais aussi une amélioration des conditions dans lesquelles s'effectue l'ensemble de la mobilité sociale de la nation. On a parlé donc pas mal de cette violence au sein de la société. Monsieur Poupart, la question s'adresse à vous. Il y a dans le rapport de prospective, il y a le rapport Vigie 2020 du Cercle de réflexion Futurible, et dans lequel on imagine la prise de contrôle d'un État par une cyberattaque. Alors, en un seul mot, est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est plausible? C'est une autre forme de menace. Est-ce qu'elle est réelle? Les scénarios les plus inquiétants sur lesquels on travaille, prise de contrôle, je ne sais pas, création de chaos à coup sûr. Et d'ailleurs, quand on essaye de faire une sorte de liste des scénarios possibles, des secteurs dans lesquels tout ça pourrait se matérialiser, on se fait très vite très peur. On pense tout de suite au secteur de l'énergie. On est un expert pour voir, quand il n'y a plus d'électricité, les problèmes s'enchaînent très très vite. Et on oublie d'ailleurs l'origine, mais voilà, si on n'y fait pas attention, par le cyber, par de l'attaque cyber, on peut probablement obtenir de tels effets. Dans le secteur des télécoms, d'ici à quelques années, quand tout le monde se sera bien connecté dans ses processus industriels et tout ça à la 5G, ce sera pareil. Donc, si quelqu'un est capable simplement d'éteindre nos réseaux 5G, les conséquences seront aussi importantes probablement que de couper l'électricité. D'où les obsessions que l'on fait sur la sécurité de ces réseaux, la coopération remarquable que l'on a avec les opérateurs, et puis parfois le fait d'assumer une forme d'intervention dans le choix de certains équipementiers, de certains choix technologiques. On peut toujours s'interroger, il faut s'interroger sur quel doit être le rôle de l'État dans ces cas-là, mais quand justement on anticipe des questions de survie de la nation à échelle de 10 ans, là, pour le coup, l'État est pleinement légitime, et c'est même probablement sa première mission, que de s'assurer qu'on va dans une bonne direction. Et puis, on peut comme ça multiplier les domaines où on peut se faire peur. Dans le secteur des transports, c'est une évidence. Ça peut être... C'est pas le cas aujourd'hui, il ne faut pas jouer à se faire peur, mais qu'est-ce qui nous dit que dans 10 ans, on n'aura pas de l'action terroriste technologique, probablement très différente de celle qui existe aujourd'hui, mais on peut tout à fait l'imaginer. Donc, voilà, c'est clair, un avion qui s'écrase et des terroristes qui font la preuve qu'ils l'ont fait par une attaque informatique, ce serait un chaos, là encore, indescriptible. Et donc, je vais arrêter là parce que je ne vais pas multiplier les exemples, mais malheureusement, on n'arrive pas à en faire la liste exhaustive de ces exemples, et on préfère prendre le sujet un petit peu différemment, avec un travail de véritable coopération et parfois de réglementation avec les différents secteurs d'importance vitale que vous représentez pour beaucoup d'entre vous. Et la question de voilà, où est le numérique aujourd'hui et quelle place prend le numérique en termes de criticité, en termes de résilience, pour prendre un terme très à la mode. Mais c'est un peu ça, quelque part. Et si on n'y prend pas garde, la seule certitude que l'on a, c'est qu'on peut très très vite perdre le contrôle de ces sujets numériques.
On l'a vu, ça va être mon dernier exemple, on l'a vu dans le secteur hospitalier, par exemple. Nous, on travaillait depuis assez longtemps avec les hôpitaux en disant attention, il y a du numérique partout, tout ça va très très vite. Et la réaction en face était limitée parce que simplement ils n'y croyaient pas. On n'attaque pas les hôpitaux, même dans les périodes les plus sombres de l'histoire, on n'attaque pas les hôpitaux. Et bien, par le cyber, on peut attaquer les hôpitaux volontairement, ou bien ça peut être des victimes collatérales. Et quand en plus ça se combine par malheur avec une crise sanitaire, les conséquences peuvent être dramatiques. Et ça, c'est pas de l'anticipation que je fais, c'est ce que l'on a vécu pendant la crise, pendant l'année écoulée, l'année d'avant. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut être capable d'anticiper et bien comprendre que le problème du cyber, c'est certes les rançongiciels, c'est certes la criminalité, c'est ce qui est très visible, c'est ce qui peut permettre de mettre en tension probablement nos décideurs, mais la vraie menace, c'est celle que vous mentionnez, c'est les attaques qu'il y aura dans 10 ans sur les systèmes les plus critiques si on ne les prépare pas dès aujourd'hui à être résilients. Anne Picot-Périac, vous aurez le mot de la fin, le mot des entreprises. On a entendu toutes ces menaces qui planent. On va essayer de pas trop nous faire peur, Monsieur Poupart. Mais pour rejoindre une question qu'on a pu poser précédemment à Monsieur Kalika, à Monsieur Pérez lors de la précédente table ronde, est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, avec tous ces risques, le coût de la sûreté va être de plus en plus important et le coût peut-être aussi des assurances? Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, le coût de l'assurance est porté par la finance. Donc, je vous répondrai avec un œil sûreté et je considère les assureurs, les courtiers comme des partenaires. Ils ont accès à différents types d'expertise, à des bases de données très importantes qui nous aident à prendre des décisions quand il s'agit de nouvelles implantations, de choisir ou non en phase d'avant-vente d'aller dans un pays. Il nous aide également pour les voyageurs, pour accompagner les voyageurs. Il nous aide également dans la boucle d'amélioration où, là aussi, ils vont nous challenger avec des questions extrêmement pertinentes. J'ai en tête les derniers échanges qu'on a pu avoir avec eux, où les questions portent sur les exercices de crise, sur les exercices liés à des attaques de ransomware, au retour d'expérience que l'on mène et au plan d'action. On vous remercie, Madame Picot-Périac, et puis on vous remercie tous les quatre. Pour être honnête, on avait encore plein de questions, mais le temps nous manque, et puis vous avez été très, très complet dans les réponses, et on vous en remercie. Donc, merci d'avoir participé à cette dernière table ronde de la journée.